c'est complètement différent d'une exposition en atelier, parce que rien n'est prémédité, c'est des projections qui couvrent des années et des années de passion pour la peinture, et chaque tableau est la projection d'une vision intérieure qui est très floue et qui se définit à travers le travail de la peinture. Après, ça s'accumule comme ça, et je suis le premier spectateur de ce qu'il y a dans mon esprit. Je dirais même pas mon cerveau, mon esprit, parce que c'est plus vaste que le cerveau rationnel. C'est même tout le corps, à travers le geste, à travers les dimensions, le rapport à la taille du corps, mes parcours dans l'atelier, ma manière de bouger dans l'atelier, tout ça, c'est figé dans chaque toile. Et l'ensemble des toiles constitue un univers. Dans le domaine de la peinture, il y a déjà différentes comment dire, manières de se concentrer sur le monde. On peut se concentrer sur une toute petite chose, comme un fruit, un caillou, un bout de métal. Et on peut y retrouver le monde d'une manière un peu zen, si je peux dire. Et on peut aussi se concentrer sur le monde au sens le plus large, à travers ce qu'on en sait en consultant les médias, en observant le monde au sens le plus large, les guerres, les tensions sociales, les choses comme ça, qui nous affectent aussi, qui alimentent notre monde intérieur. Alors, au fond, dans la peinture, il y a ces différents domaines, de la nature morte à la peinture d'histoire, à la peinture de genre, en passant bien sûr par le portrait qui est un dialogue psychologique à travers les yeux, le regard, l'expression du corps lui-même. Et le corps nous amène au nu aussi, qui est peut-être ce qu'il y a de plus universel dans l'humanité. C'est on a tous un corps, une fois dénudé, il révèle quelque chose. C'est une chose que, en tant que peintre, on explore. Alors, cet univers dont je parle est composé de tout ça. Et j'ai la chance, comment dire, de travailler dans un domaine qui est celui de la peinture, où il y a des espèces de catégories comme ça. Le paysage dans lequel on vit est une chose extrêmement importante, surtout maintenant avec les problèmes de la planète, euh, engendrés par nos actions humaines. Donc tout ça, ça fait partie de notre monde intérieur. Je crois que une des raisons d'être d'un artiste peintre, c'est d'essayer de faire sortir ce qu'on a dans notre esprit et de le mettre sur une surface pour que ce soit partageable, qu'on puisse le regarder ensemble et échanger. D'être dans cet atelier, ça montre aussi un parcours qui couvre plus de 40 ans, 50 ans en fait. Il y a par exemple une toile abstraite ici qui est de 74, à côté d'une toile qui est de 2012. Donc il y a toute une dimension temporelle aussi. Et alors on a tendance à essayer de comprendre pourquoi un artiste va de A à B à C à D, etc. Et ça, c'était un petit peu, comment dire, le modèle en art moderne.
On prend l'exemple d'un Picasso, par exemple, qui a eu sa période bleue, sa période rose, et les différents stades du cubisme, etc. etc. Il y avait un parcours très clair qui allait d'un point à un autre. On en est maintenant à une situation complètement différente dans le monde de l'art. Un artiste n'explore plus la peinture. Un artiste s'impose avec un type d'image reconnaissable, de la même manière qu'il y a dans la commercialisation des choses, il y a un brand, okay, que ce soit McDonald's, Coca-Cola, etc., qu'on peut reconnaître au niveau planétaire. Alors c'est le cas d'un Jeff Koons, d'un Damien Hirst, et de quelques autres artistes qui dominent en ce moment le monde de l'art. Ceci dit, ça exclut cette dimension justement d'exploration, d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, et ça privilégie l'imposition d'une vision très limitée, marketable, donc vendable, et c'est une chose que je ne partage absolument pas. Je revendique pour l'artiste cette dimension, comment dire, je dirais presque d'insécurité, de ne pas savoir où on va, de se dire que la prochaine peinture risque de m'emmener dans un territoire inconnu, où je vais me perdre, où je vais tâtonner, où je vais perdre l'équilibre, etc. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas du tout d'imposer une image de marque, un brand, mais c'est à long terme, espérons-le, d'attirer l'attention, et alors particulièrement de gens qui sont passionnés par l'art, de jeunes artistes, de gens comme ça, d'attirer l'attention sur l'énormité du paysage pictural. La peinture, c'est une chose que l'humanité a explorée depuis plus de 30 000 ans, et c'est un domaine inépuisable. En tant que personne, individu, je suis tout petit, mais je me promène là-dedans. Et j'ai autant de plaisir que d'anxiété à m'y promener. Et tout ce que je souhaite, au fond, c'est de partager ce trajet dans ce domaine avec des gens qui sont passionnés par la peinture. Alors, je fais partie d'une génération pour qui le mythe de l'artiste incarné, c'était Picasso. Et comment dire, c'est quelqu'un qui dépassait toutes les catégories de l'art. C'était un géant, un géant. Il est allé de l'abstraction à la maîtrise absolue de la peinture académique, ou plutôt à l'inverse, parce qu'il a dit qu'il faut passer sa vie à désapprendre. Et c'était une grande inspiration. Et à New York, quand j'ai cessé d'écrire pour me remettre à la peinture, j'ai d'abord pris contact avec la peinture à travers l'abstraction, Jackson Pollock, Maurice Lewis, Rothko, mais je me suis vite rendu compte qu'au fond, chaque touche du pinceau sur la toile exprime quelque chose qu'on peut interpréter à la manière d'un test de Rorschach. Et c'est là que j'ai, au fond, redécouvert le Picasso de mon enfance, qui était capable, avec n'importe quel coup de pinceau, de suggérer les choses les plus extrêmes de la vie, du sexe à la mort. Et je me suis réapproprié l'univers de la peinture figurative à travers Picasso. Et alors ça, c'était un de mes premiers hommages à Picasso, assez contemplatif. C'est pas un Picasso violent, mais c'est quand même la primauté du geste, de l'improvisation,
et d'être le premier témoin de voir ce qui se passe sur la toile quand on s'exprime librement. Je crois que Picasso a été quand même un des premiers artistes à libérer la peinture de tout ce qu'il pouvait y avoir de contraignant dans la tradition académique issue de la Renaissance, etc. À travers bien sûr l'inspiration africaine et l'importance de l'inconscient et des choses comme ça, ses contacts avec les surréalistes, il a ouvert les portes toutes grandes. Et ça, c'est un petit peu l'idée de contempler l'immensité de la peinture. J'ai donc, comment dire, commencé ma vie dans une famille d'artistes. Mon père est un sculpteur de l'école de Paris. Et j'ai pas grandi avec lui. À partir de l'âge de 3 ans, j'étais avec mes grands-parents. Mais j'allais le voir régulièrement à Paris. Et à Paris, il avait une mentor. À l'époque, c'était assez quand même, je dirais, d'avant-garde l'idée qu'une femme puisse mentoriser un homme. Et ça m'a toujours beaucoup plu et intrigué. Le mentor ou la mentor de mon père était Germaine Richier, une artiste exceptionnelle, une toute grande sculptrice, qui a été pendant mes séjours à Paris, à peu près 2 fois par an pour 1 ou 2 semaines, elle était un petit peu ma marraine comme ça. Elle a fait une très forte impression sur moi parce que c'était une femme forte dont les sculptures étaient absolument uniques et au sens on ne pouvait pas les comment dire, on pouvait pas dire c'était dans une école particulière comme ça, mais c'était comme la matérialisation de fantômes, d'êtres extraordinaires, d'animaux préhistoriques, de choses qui peuvent hanter quelqu'un. Alors c'était ma marraine avec toutes sortes de cauchemars dans sa tête. Alors voilà ce que j'ai peint, son portrait, de mémoire bien sûr, avec une de ces sculptures dont j'ai oublié le nom, mais qui est un peu une espèce de monstre avec 2 pattes comme ça agressives. Et cette image d'une femme forte, magnifique. Pas la peinture, mais la personne. On peut passer maintenant peut-être à ma 18e année, quand je suis arrivé à Paris, comme jeune idéaliste, fauché, mais qui voulait être peintre. Et une des premières opportunités qui s'est présentée à moi, ça a été d'être l'assistant de César, qui à l'époque était à la hauteur de son nom. César, il dominait la scène parisienne. Un Marseillais plein d'humour, fier de ses origines prolétariennes et qui était connu particulièrement pour ses compressions. Alors là aussi, j'ai fait un portrait de mémoire récemment, il y a 2 3 ans, que je vais essayer de sortir de la pile. Alors voilà mon ami César, qui m'a donné un boulot comme assistant. Quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé avec lui pendant 6 mois, à des compressions, à des expansions. Et puis, je crois qu'il avait aussi du plaisir à avoir un jeune artiste qui était un peu le témoin de son art et de sa vie. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à écrire aussi. Et un de mes premiers articles a été un article sur César. Alors quand j'ai fait ce portrait de mémoire,
J'avais dans mon atelier des tonnes de canettes de bière, parce que c'est comme ça que je fonctionne à l'atelier. Et je me suis dit, je vais faire une compression de mes canettes de bière à côté de mon souvenir de César. Et c'est le résultat. Alors pendant ces quelques 3 4 ans à New York, pendant lesquels j'avais cessé de peindre et je m'étais consacré à l'écriture, à la critique d'art, et j'étais rédacteur d'une revue là-bas. Être rédacteur d'une revue, c'était avoir un passeport qui me permettait de demander à n'importe quel artiste s'il serait ou si elle serait prêt à collaborer avec moi pour une contribution à la revue. Et puis, bien sûr que Dali, à sa manière, était aussi mythique que Picasso pour les gens de ma génération. Et je me suis dit, pourquoi pas? J'essaie de traquer Dali par téléphone, j'ai réussi à l'atteindre et il me dit, oui, 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 venez me voir, je serai à New York telle et telle date pour 3 4 semaines à l'hôtel Pierre. Je serais ravi de vous rencontrer. Alors j'ai passé une après-midi à parler avec Salvador Dali, ce qui était bien sûr pour moi, j'avais quoi? J'avais quelque chose comme 23 24 ans, j'avais les genoux qui tremblaient, etc. Mais il était vraiment tout à fait, pas du tout prétentieux, accueillant et bien sûr complètement fou. Il m'a raconté des histoires pas possibles d'une tortue qui avait fait le trajet depuis la Chine jusqu'à Perpignan, enfin, toutes sortes de trucs surréalistes au sens cliché du terme. Et puis il a accepté de contribuer avec un article qui nous a par la suite fait parvenir pour Ars Magazine qu'on a publié sur l'architecture phallique des États-Unis, bien sûr un sujet tout à fait évident, obvious, etc. Mais en fait c'était une après-midi très très inspirante. Et là aussi c'est un portrait de mémoire. Et je me suis dit que Dali, au fond, peut-être même plus qu'un peintre, bien que j'ai mis euh, le pinceau à côté de lui et que c'est un peintre d'une habileté incroyable, c'est un des meilleurs peintres. Il avait son échelle des valeurs et pour lui, le meilleur peintre du monde, c'était Vermeer. Tout ça pour dire qu'il aspirait à une espèce de précision qui n'était pas du tout ce que moi je recherchais en peinture, mais enfin, il a ce côté-là, mais avant tout, c'est un comédien. Alors je l'ai fait sortir euh, de derrière le rideau, comme ça, dans ce portrait de mémoire, avec bien sûr sa belle moustache. Et j'ai agrandi son œil parce que c'est quelqu'un qui avait un regard très, très, très ouvert. Alors, un des grands artistes que j'ai rencontré à New York, j'ai eu la chance de rencontrer, et plus que ça, on est devenus vraiment amis, au sens où quand je me suis fait fracasser la figure un soir très tard et que j'ai dû aller à l'hôpital, j'avais pas d'argent pour payer l'hôpital, c'est lui qui m'a payé les frais d'hospitalisation et me faire refaire le visage. Donc c'était Robert Rauschenberg. Et pour moi, il incarnait, à part toutes ses qualités humaines, mais il incarnait la sortie de, du champ déterminé par Jackson Pollock. Dans la fin des années 50, Pollock avait une influence tellement forte sur l'inconscient culturel collectif que tout le monde faisait de l'expressionnisme abstrait, tout le monde splashait de la peinture, tout le monde s'en donnait à cœur joie. Et Rauschenberg est parti de là. Ses toutes premières œuvres étaient très très fortement marquées par Pollock, mais très vite, il est sorti de l'univers de Pollock en introduisant des objets trouvés comme un vieux matelas ou une chèvre ou une roue de voiture ou toutes sortes d'objets trouvés
vie, disons, urbaine. Et là, j'avais trouvé par hasard des peaux de serpent, et tout près d'ici au musée d'histoire naturelle. Et puis je ne sais pas comment ça s'est trouvé, mais j'ai juxtaposé ces peaux de serpent avec Pollock giclé sur les peaux de serpent, avec ce portrait de Bob, dans lequel j'ai essayé de mettre toute sa douceur. C'est une chose qu'on a un peu soulignée chez lui, mais c'était quelqu'un de très très humain, très doux, vraiment très très humain. J'ai essayé de mettre ça dans mon portrait et de peindre un Rauschenberg qui rêvait en quelque sorte, qui avait le souvenir de Pollock, mais de cette mue du serpent qui élimine sa peau pour retrouver une nouvelle vie. Et c'est ce que représente pour moi cette peinture. C'est le renouveau après l'ultimatum, je dirais, de Jackson Pollock. Pendant ces années new-yorkaises, bien sûr, Warhol était incontournable. Ça n'a jamais été, enfin, il n'a jamais été pour moi une inspiration pour ce qui est de la peinture, mais il y a une chose quand même qu'il faut distinguer. C'est la peinture en soi et c'est l'idée de ce que c'est que d'être un artiste. Alors au niveau de la peinture, il ne m'a pas beaucoup inspiré, mais au niveau de ce que c'est que d'être un artiste, c'était une très grande inspiration pour moi. Très très grande. Il avait, on ne le souligne jamais, mais il avait une honnêteté intellectuelle incroyable. Incroyable. Si on suit son parcours, on se rend compte que c'est pas du tout quelqu'un qui a imaginé une espèce d'image Warhol et je suis Warhol, je fais du Warhol, etc. Non, il a exploré jusqu'à la fin de sa vie quand il faisait ses fameuses peace painting, quand il invitait les gens à pisser sur une toile pour faire changer la couleur cuivrée qui était sur la toile. Il n'a pas cessé de chercher, d'inventer, de se poser des questions et sans la moindre prétention. Bizarrement, Andy Warhol est peut-être une des personnes que j'ai connues de ma vie la moins prétentieuse. Et il a dit une chose magnifique, d'ailleurs, il a dit « je suis tout en surface ». Il ne faut pas chercher dans mon inconscient, dans ma vie, etc. Il n'y a rien à chercher. Je suis à fleur de peau. Et dans ce sens-là, être à fleur de peau, je me suis dit, c'est au fond une manière de dire, je ne fais que refléter la vie. Je n'interprète pas, je ne digère pas, je n'impose pas ma vision des choses sur les autres. Je reflète d'une manière neutre. Et c'était absolument exemplaire. Alors dans mon portrait de mémoire d'Andy, je me suis dit, mais quoi de mieux que de le juxtaposer avec un miroir simplement. Et c'est le miroir du monde. Là, c'est pas le jeune Andy Warhol du temps où il faisait beaucoup parler de lui. C'est déjà le Andy Warhol des années 80, peu avant sa mort, avec qui j'avais conservé un contact, moins proche que quand j'étais à Arts Magazine où on a fait des choses ensemble, des collaborations, mais à une époque où Andy Warhol avait dit une chose magnifique, aussi symbole de modestie, disons. Il a dit, j'ai découvert un peintre qui est tellement meilleur que moi. Et ce peintre, c'est Basquiat, Jean-Michel. Et Andy Warhol, au sommet de sa carrière, était conscient du fait qu'il n'était pas un grand peintre, mais il était un tout grand artiste. Alors, encore un autre de ces artistes que j'ai eu vraiment la grande chance de rencontrer. Dans le cas de Jean-Michel Basquiat, j'ai remarqué ces graffitis sur les rues, les murs des rues à New York, sous le nom de Same Old Shit, toujours la même merde. Donc c'était ça son logo. Hein. Alors il y a ça, on voit
voit le E, M, O. Le S, il disparaît derrière cette espèce de créature typique de Basquiat. Et puis je l'ai rencontré à travers le fils d'un ami peintre. Et puis on a passé du bon temps ensemble bien avant que, comment dire, le monde de l'art l'élève au statut de star. Il avait à l'époque 19 ans. Et je l'ai vu monter. Et alors ce qui m'a impressionné, c'était dans son cas deux choses. À la fois un personnage entièrement authentique et un peintre extrêmement doué pour ce que j'appellerais l'expression directe. Dans ce sens-là, il pourrait presque prendre la relève de Picasso. On parlait de Picasso avant. La possibilité pour le moindre geste d'exprimer quelque chose. Basquiat pouvait recréer le monde avec quelques bavures, quelques griffures, quelques coups de pinceau, n'importe quoi, et ça devenait son univers. Et alors, bien sûr, dans cet hommage à Basquiat, qui fait partie de ces tout grands qui sont morts trop tôt, bien sûr, il y a tout, comment dire, le underground littéralement sous lui, underground de downtown New York. Il est sorti de là, il s'est élevé, et c'est malheureusement arrivé à ça. Mais on oublie un petit peu ça, ok? Et on pense à ça. Peut-être une petite chose qu'on peut aussi dire à propos de Basquiat, c'est que son besoin de peindre était tel que quand il n'avait pas le fric pour s'acheter des toiles tendues sur châssis, il peignait sur des vieilles portes ou tout ce qu'il pouvait trouver comme surface. Et le cadre de ce portrait est une allusion à cette espèce de, comment dire, de manière de se servir de n'importe quelle surface pour s'exprimer. Alors c'est ma prochaine toile et je travaille donc sur le sol, ce qui me permet de tourner autour de l'espace déterminé par la toile, de la surface plutôt déterminée par la toile, et je l'approche gentiment, un petit peu comme peut-être un animal qui tourne autour de sa proie, et je le considère aussi comme un écran. En attendant que ce que Kandinsky appelait la nécessité intérieure, en attendant donc que cette force qui te donne envie d'exprimer quelque chose, de faire sortir quelque chose, se projette sur cette surface. Ça peut me prendre des fois une semaine, 2 semaines, à tourner autour d'une surface en imaginant ce que je pourrais y voir. Et petit à petit, les choses se précisent, et quand ça se précise, je saute dessus. J'aime la peinture à l'huile pour toutes sortes de raisons. D'une part, c'est un processus très lent. D'autre part, ça sent très bon. La térébenthine, l'huile de lin, j'aime ça. Il y a toute une latitude entre une transparence comparable à l'aquarelle et une épaisseur de pâte physique comme ça qui m'intéresse. Alors ça c'est, comment dire, mon laboratoire. Et ce que j'aime dans un laboratoire tel que celui-ci, c'est le chaos. Parce que, comment dire, les surprises viennent du chaos. Plus c'est chaotique, plus j'aurai de surprises. Quand je pose ma brosse sur la toile, il y aura des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Au niveau justement de la densité de la peinture, des vieilles brosses avec des poils qui... Bon, je connais toutes mes brosses, hein, comme si j'avais des petits chiens ou des animaux domestiques. Il y en a, celle-là, elle a des poils bien lissés, ok? Il y en a d'autres, c'est comme un animal féroce, hein?
Mais je prends ça, ça va me faire une marque sur la surface que je ne peux absolument pas contrôler, qui va me surprendre moi-même. Alors avec la peinture à l'huile, il y a toute cette diversité possible entre ce qui coule, ce qui gicle, ce qui s'empâte, ce qu'on peut gratter, ce qu'on peut empiler, etc. C'est, euh, comment dire, c'est comme de jongler avec un matériau, la peinture à l'huile, que je connais depuis plus de 50 ans et avec lequel je peux encore me surprendre.